Voilà, alors Didier, on est dans le quartier de Montravel. Montravel, oui. Montravel, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente ce quartier à Nouméa? C'est avant tout pour nous Kanak, c'est avant tout un quartier Kanak. On est dans ce qu'on appelle la cité mélanésienne. C'est une cité mélanésienne. Toutes les maisons ici sont habitées elles se ressemblent toutes. Elles sont habitées par des Kanaks. Et ça représente beaucoup. Pour nous, c'est devenu un lieu important parce que c'est devenu un lieu un peu là où les Kanaks sont réunis, sont rassemblés et où ils vivent les problèmes de... Vous avez vu, là, il y a plein de voitures qui traînent, etc. Il y a des problèmes il y a plein de problèmes qui se posent dans le quartier, quoi, hein, des problèmes de délinquance. Enfin, il y avait des problèmes de délinquance, etc. Jamais personne, disons que la municipalité, les autorités ne se sont jamais préoccupés véritablement des conditions de vie et des jeunes. Les jeunes, ils étaient presque livrés à eux-mêmes. Et depuis maintenant quelques années, les jeunes se sont rendus compte que pour tenter de résoudre tous ces problèmes, il fallait compter que sur eux-mêmes. Qu'ils se prennent en charge et qu'eux-mêmes... Voilà. Et donc une des manifestations, c'est d'ailleurs là aujourd'hui, là, il y a la fête qui est organisée par le groupe Yata, qui est un groupe du quartier de Montravel, qui a été créé ici et qui rassemble beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Tous les jeunes du quartier se sentent concernés par ce qui se passe. Est-ce que vous êtes né ici dans ce quartier? Non, je ne suis pas né ici dans ce quartier, je suis né à Ouvert, je suis originaire d'Ouvert. J'étais venu sur la Grande Terre pour faire pendant 71, dans les années 70-71. J'ai été à Bourail en 6e, 5e. Et après la seconde, je l'ai fait à Bourail. Et puis la première, je suis venu à Nouméa. J'étais obligé de venir à Nouméa parce qu'il n'existait pas de première à Bourail. Je suis venu, j'ai passé mon bac au collège Blaise Pascal à Nouméa. Et donc quand j'étais à Nouméa, je vivais ici. Je vivais ici parce que ma famille, là, elle est installée depuis longtemps. C'est mon chef de clan, c'est mon grand cousin qui est chef de clan des Tangopi, qui est installé là, c'est sa maison ici. Et donc c'est chez lui que je vis, quoi. Et lui, il est installé là depuis longtemps, quoi. Alors quitter l'île d'Ouvéa pour venir s'installer ici, est-ce que ça fait un choc quand on est jeune? Quand on est jeune, parce que les réalités, oui, déjà pour partir, on n'est pas habitué à partir loin. Parce que chez nous, même les gens qui ne sont jamais sortis d'Ouvéa, pour venir sur Nouméa, c'est déjà un grand voyage, quoi. C'est un très très grand voyage. Et quand on est petit, ça prend des proportions encore plus grandes. Et surtout là, moi j'étais parti, j'étais à Bourail, c'était vraiment énorme pour moi, c'était trop... Mais enfin c'était aventure aussi, c'était bien. Et puis bon, ce qu'il y a aussi, c'est que les réalités ne sont pas pareilles. La réalité à Ouvert n'est pas pareille que la réalité à Bourail, que la réalité à Nouméa. Et j'ai appris pas mal de choses. C'est là aussi que je me suis fait une conscience un peu de ce qui se passe, des problèmes. C'est surtout en arrivant à Nouméa, en somme, que
tu as pris conscience de ce qui se passait, de la situation. Comment était la situation alors quand tu es arrivé à Nouméa? C'était à quelle année d'abord? C'était en 77. 77, oui. Alors en 77 à Nouméa, quelle était la situation, disons, entre les Kanaks et les gens qui habitaient à Nouméa, grosso modo, les Caldoches? Quand j'étais arrivé à Nouméa, une des choses premières qui m'ont frappé, c'est le fait que les Kanaks sont dans des ghettos, enfin sont dans des quartiers comme ici par exemple, des quartiers comme Tindu, comme la Rivière Salée, comme Pierre-Lanquette, comme la cité, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un canton, le canton municipal qui est habité par les Kanaks en bas, qui est des gens qui travaillent à la municipalité, qui est tout près de l'usine de Doniambo. Et donc ils habitent tous par ici, et les Blancs habitent tous de l'autre côté. De l'autre côté, vers Lansvata, vers Nouméa, la ville, Lansvata, Magenta, etc. Ils habitent toute la côte, l'autre côte, quoi. Et donc c'est une des choses qui m'ont frappé. Qu'ici, pour quasiment, parce que dans le quartier il n'y a pas de Blancs, alors pour quasiment voir un Blanc, il fallait prendre le bus pour aller en ville, c'est là qu'on voit les Blancs, quoi. Et puis, bon, il y a une chose, c'est qu'il y a, donc c'est ça, c'est cette différence-là qui m'a choqué. Puis aussi les conditions matérielles des gens. C'est-à-dire que nous, on était pauvres, quoi, vis-à-vis des Blancs. Quand on se retrouvait, par exemple, au collège, on était assis avec les Blancs. Les Blancs, ils étaient plus riches que nous, ils avaient les moyens de s'acheter des livres, une moto, par exemple, plein de choses que nous, on n'a pas. Ils avaient des jeux. Ils avaient des loisirs que nous n'avions pas. Et puis peut-être qu'aussi à cette époque-là, nous on ne se posait pas vraiment la question, enfin de savoir si les choses étaient telles quelles, quoi. Les Blancs ils avaient leurs trucs et puis nous on avait nos trucs, quoi. Vous sentiez qu'il y avait bien une différence qui était marquée entre les Blancs et vous. Voilà, tout à fait. Mais c'était je veux dire, quand on est jeune, quand on était plus jeune, moi quand j'étais plus jeune, je remarquais, enfin par exemple quand j'étais à Bourail, je ne remarquais pas, c'était pas ça qui me frappait. On était plutôt tous des copains, etc. avec les jeunes Caldoches et tout ça, on jouait ensemble. Mais ce qui m'a choqué à Bourail par exemple, c'était de voir les barrières tout le long des routes. Je me posais la question, mais pourquoi il y a des barrières tout le long des routes? J'ai su après que c'était des propriétés qui appartenaient à des colons. Et un jour, je suis parti en excursion avec les autres élèves de l'internat. Et on est parti dans une des tribus de Bourail, à Bouirou, Poté et à Zareux. Enfin, on a été dans ces tribus-là. Et c'est là que je me suis dit, mais merde, il y a des Kanaks qui vivent ici, enfin qui vivent dans la chaîne montagneuse. Et que toutes les vallées en bas sont occupées par les Blancs. Là aussi, je me suis posé pas mal de questions. Je me dis, merde, mais pourquoi, etc. Alors qu'à l'école, on est tous copains, on est tous machin, et les conditions de vie des gens ne sont pas pareilles, quoi. Et alors, quand tu arrives à Nouméa, est-ce qu'il y avait par exemple, ce qu'on appelle en France du racisme, c'est-à-dire de l'hostilité entre les Blancs et les Kanaks? Du racisme comme ça, non. C'est-à-dire que c'était pas un racisme ouvert. C'était pas un racisme ouvert, c'était plus sournois que ça. Moi, j'ai eu affaire une fois à quelque chose qu'on pouvait dire c'est du racisme. C'était à Bourail, quand j'étais encore à Bourail. Un jour, il y avait dans notre classe, on devait être une dizaine de Kanaks, garçons et 2 filles, je crois. Et puis le reste des élèves calédoniens blancs, quoi, des élèves blancs. Et donc on avait un travail à faire et puis et nous on avait refusé, je ne sais plus pour quelle raison, on n'avait pas fait le travail qui nous a été demandé, c'était dans le cours d'anglais je crois. Je ne sais plus pour quelle raison on n'a pas fait ce travail et le professeur est arrivé dans la classe, alors, parce qu'on travaillait par groupe et automatiquement quand on travaillait par groupe, nous les Kanaks on se regroupait entre nous et les Blancs ils étaient ensemble, quoi. On nous a demandé alors vous, votre travail et tout, on n'a rien fait, machin, enfin je sais plus comment ça s'est passé exactement. Et là le professeur nous dit mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'indigènes et nous ça nous a fait très mal, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette bande, c'était comme si qu'est-ce que c'est que cette bande comme si on était des bêtes, quoi. Parce qu'indigène ça avait une connotation aussi un peu raciste, quoi, quand même. Même si le mot lui-même signifie autre chose.
employé là comme ça, pour nous c'était du racisme quoi. Est-ce que c'était dans l'enseignement public ou l'enseignement C'était l'enseignement privé, confessionnel. Confessionnel, c'était l'enseignement catholique. Et donc c'était la première fois. Et tout de suite après, nous on a été... alors on a commencé à s'engueuler avec le professeur. Le professeur est parti voir le directeur, on a été voir le directeur. Moi j'ai été voir le directeur, expliquer au directeur qu'on n'acceptait pas ça quoi. Parce que, bon finalement on s'est arrangé, mais c'était la première fois parce que dès qu'il avait dit ça, nous on s'est replié. Et les Blancs se sont aussi, eux, de leur côté. Et il y a eu comme un fossé là, qui était tac. Ce petit mot a déclenché quelque chose, tac, entre nous. Et à Nouméa, quand j'étais à Blaise Pascal, j'ai pas eu vraiment ça. Disons que le problème était plus sournois, c'était dans la manière dans les cours, dans le contenu même de l'enseignement, quoi. Dans le contenu même de l'enseignement qu'on nous donnait. Il y avait pas mal de choses qui étaient contestables dans cet enseignement-là. Des valeurs, enfin on en revient toujours à ça, des valeurs qui nous étaient enseignées, qui étaient même imposées, et qui n'étaient pas les nôtres. C'était une manière aussi de rabaisser un peu notre... enfin disons que consciemment ou inconsciemment, l'enseignement nous amenait à nous positionner vis-à-vis de hiérarchiser nos valeurs par rapport aux valeurs occidentales, quoi, de les mettre en dessous automatiquement. Et bon, nous n'étions pas d'accord, quoi. C'était ça c'était plus tout ça, c'était dans le contenu même de l'enseignement. Mais bon, il y a eu aussi des réactions on peut pas dire que c'est ouvertement du racisme, mais des attitudes du directeur. Vous le ressentiez comme, par exemple, une attitude où on voulait vous faire sentir que vous n'étiez pas au même rang que les Blancs qui étaient installés là. Voilà, un peu, ouais. Alors, est-ce que là déjà dans l'école ou dans les groupes de quartier, il y avait une conscience de militants, disons, qui allaient essayer de lutter contre ces inégalités? Oui. Il y avait déjà les jeunes ont été particulièrement influencés par le Parti de Libération Kanak. Le Parti de Libération Kanak, c'est un parti qui est aujourd'hui à l'intérieur une des composantes du FLNKS. C'est un parti composé surtout de jeunes. Ce sont des jeunes des jeunes étudiants qui sont arrivés de France aussi, avec des jeunes ici qui étaient plus ou moins organisés, etc., qui ont essayé de faire quelque chose, qui ont essayé de lutter plus ouvertement, quoi. Et en étant plus comment on appelle ça, plus engagé. Moi j'ai été influencé par ce parti parce que bon, j'avais pas mal de copains, des camarades qui militaient ou qui avaient des frères ou qui avaient des cousins, etc., qui militaient. J'avais entendu parler et c'était quelque chose pour moi qui était important. Parce que je me disais, c'était notamment lors de il y a eu deux comment on appelle ça, deux professeurs kanak qui ont été licenciés. Les deux seuls professeurs kanak à l'époque qui étaient au lycée La Pérouse et qui ont été licenciés. Qui s'appelaient Eli Poagoun et Paul Neoutine. Ils ont été licenciés pour leurs idées simplement politiques. Et donc ça a ouvert pas mal les yeux. Nous on s'est dit non, on n'est pas d'accord. Et là vous avez commencé à manifester votre révolte comment? Pour faire comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec le renvoi de ces professeurs. Et ben moi j'ai commencé d'abord par adhérer à la section de jeunes du Palika. On faisait pas mal de réunions, de discussions, de débats, etc. Et puis c'était bien aussi parce qu'à cette époque, c'était une bonne chose. À cette époque, dans le Palika aussi, ça remuait pas mal parce qu'il y avait des tendances à l'intérieur même du parti. Et c'était des choses, il y avait des débats qui étaient enrichissants pour nous. En même temps il y avait surtout des débats idéologiques, quoi, disons. Mais moi, j'étais très très influencé par ces débats-là. Et alors au niveau des actions, qu'est-ce que vous avez pu entreprendre comme action à cette époque-là? Quand il y a eu le licenciement de ces deux camarades qui étaient professeurs au lycée La Pérouse, on a fait des manifestations en ville, on a organisé des manifestations.
à Blaise Pascal, par exemple, on a été un certain nombre d'élèves à boycotter les cours pendant 1 mois et demi, je crois. Pendant 1 mois et demi. Moi, j'étais déjà la dernière année, c'était juste avant le bac, en terminale. Et pendant 1 mois et demi, on a boycotté les cours jusqu'à leur réintégration. On a fait pas mal de sittings à l'intérieur du collège. On a déclenché un mouvement de boycott sur presque toute la Grande Terre. Et donc ça a été, c'est quelque chose qui s'est, enfin moi j'étais content quoi. J'ai retenu, j'ai encore des très bons souvenirs de cette période là quoi. Il y a eu beaucoup de répression aussi, hein, beaucoup. C'est là où j'ai pris conscience aussi du système, de ce que c'est que le système ici, le système colonial. C'est-à-dire que quand on fait rien, on n'est rien, il n'y a pas de machin. Mais dès qu'on commence à poser les problèmes, à dire que non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, à dire non, là on voit les matraques qui sortent et la répression. Et la répression quoi. Dans ma classe à moi, on était 2 Kanaks. Et on était, il y avait moi, il y avait 4, on était 6 garçons, 2 Kanaks et 4 élèves calédoniens blancs. Et le reste, il y avait 18 filles, que des européennes quoi. Nous, on n'a pas eu du mal avec les garçons, qui comprenaient très bien. Par contre, on a eu beaucoup de discussions avec les filles quoi. Qui était assez virulente vis-à-vis de nous, parce que moi je prenais le journal du parti, je venais à l'école, je le vendais à l'école, c'était interdit, mais bon, je le faisais en cachette, hein. J'en donnais même quelquefois à un prof, mon prof d'économie, et bon, c'était assez mal vu par les élèves, surtout par les filles. Mais disons que les garçons comprenaient. Il y avait notamment 2 gars qui sont toujours dans la mouvance, pas dans la mouvance indépendante, un peu dans la mouvance indépendantiste, mais qui essayent de faire un travail au niveau des Calédoniens blancs, qui essayent de les sensibiliser aux problèmes des Kanaks. Alors vos professeurs étaient plus des Calédoniens blancs, oui. Des gens de la métropole? Non, plutôt des gens de la métropole. Comment ils réagissaient par rapport à vos idées? Moi j'avais... il y en avait un seul qui avait eu de la sympathie. C'était le prof d'économie dont je parlais tout à l'heure. C'était un breton quoi, qui comprenait le problème. Pourquoi on faisait ça, pourquoi on posait de telles questions, pourquoi on revendiquait ça, etc. Sinon les autres professeurs, c'était l'indifférence. C'était l'indifférence, ils étaient complètement indifférents à ce qu'on faisait. Et ils étaient même des fois... ils nous faisaient des réflexions assez méchantes, quoi, pour nous dire arrêtez de faire de la politique, c'est de la politique, ça vous sert à rien, continuez plutôt à travailler vos leçons, travailler vos cours, et vous arriverez à quelque chose, quoi. Alors après tu allais faire continuer tes études en France. Alors, où tu es allé en France? Je suis allé à Grenoble, d'abord j'ai été faire mon service militaire. À quel endroit? À Poitiers, dans le 20e régiment d'artillerie. Et je suis rentré au mois de février 80, je suis ressorti au mois d'août, le 15 août exactement, 80. Qu'est-ce que ça fait pour un jeune Kanak qui va faire son service militaire en France? Pour moi c'était plutôt rigolo quoi. Et moi qui contestais la présence française ici, et qui contestais l'armée, qui contestait tout ça, me retrouver dans l'armée française, c'était rigolo quoi. Mais en même temps moi j'avais été aussi à l'armée, c'était... parce que je voulais faire les études, et je voulais faire les études après, et comme le billet pour aller faire l'armée, c'est l'armée qui paye le billet, donc j'ai profité du billet d'avion qui m'était proposé par l'armée pour aller faire l'armée, pour me retrouver en France et faire 6 mois d'armée, 7 mois d'armée, et puis après partir à la fac. Sans que mes parents déboursent quelque chose pour mon billet, quoi, sans qu'ils déboursent des sous pour payer mon billet. Quoi. Alors le prix du billet, c'était 7 mois d'armée. Voilà, 7 mois d'armée. Alors après, tu as fait des études d'économie à Grenoble. Comment ça s'est passé avec les étudiants? Quelle était l'ambiance? Comment est-ce que tu as eu des contacts avec les métropolitains? Avec les métropolitains, c'était... moi j'avais... Parce que j'étais très très militant, parce qu'en même temps que j'étais à l'armée, j'étais en contact avec un mouvement militant kanak en France, et des étudiants quoi, qui étaient organisés, et qui d'ailleurs
partager les tests. C'était une section de base, c'était un peu une section du Palika en France, qui faisait un travail de sensibilisation et d'information. On allait dans les marchés, on allait vendre le journal du Palika, on allait dans des meetings, on allait débattre avec des étudiants, etc., ou avec d'autres organisations, on prenait des contacts, etc. On allait dans des fêtes organisées par des groupes, par la LCR, par LO, par des groupes indépendantistes guadeloupéens, martiniquais, des Corses, des Bretons, etc. On se branchait pas mal avec ces gens-là. Et à la fac, les contacts avec les autres étudiants européens, c'était des contacts comme ça à la fac, quoi, à l'intérieur de la fac. Mais après, on ne se le voyait pas parce que moi, j'avais d'autres préoccupations. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais rentré dans ma chambre, j'ai retrouvé tous les camarades Kanak qui étaient là. Enfin, je me retrouvais avec eux dans la résidence. Et puis, on reparlait de nos problèmes, on reparlait de... J'étais très, très engagé à cette époque-là. Très, très engagé. Alors, est-ce que de connaître la France et les Français de près, c'est-à-dire chez eux, ça t'a aidé ensuite, peut-être même dans la lutte? Oui, puis ça m'a ouvert aussi, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Parce qu'on pense, quand on est ici, on pense que tous les Français sont des salauds, quoi. Un peu, on se fait une idée comme ça, qu'on dit c'est la France qui fait ça, etc. On sait que la France a fait ça en Indochine, on fait ça en Algérie, on fait ça, ils font ça ici, ils ont la bombe à Mauroy, ils font pas mal ils font du mal. Il s'impose partout, le colonialisme français, et on a tendance à généraliser le problème, à homogénéiser, enfin à identifier les Français au système, au gouvernement français, quoi, ce que fait son gouvernement. Donc j'ai appris à connaître les Français qui ont aussi les mêmes problèmes. Les Français qui vivent dans le système et qui combattent ce système-là, qui combattent leur gouvernement, qui contestent les décisions de leur gouvernement, qui contestent le système, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai appris pas mal de choses, quoi. Alors quand tu es revenu après en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu as continué à militer et à militer différemment Mais moi je suis revenu au mois de mars cette année. Je suis revenu au mois de mars cette année. Comment tu as trouvé la situation ici en rentrant? Déjà moi quand j'étais parti, parce que comme je suis originaire d'Ouvert, quand il y a eu les événements d'Ouvert, j'étais complètement meurtri. J'étais encore à 1000 km, j'étais en France. Meurtri, vraiment meurtri, quoi. D'ailleurs je ne sais pas comment j'ai fait pour supporter. J'ai la chance parce que j'ai ma soeur qui est en France, j'ai un cousin qui s'appelle Jimmy Ouney qui était le porte-parole de FMKS en France. Aussi j'ai ma copine, mon amie qui vit avec moi, qui est aussi originaire de Vert, donc on était un petit groupe. On avait aussi les autres camarades Kanak de la Grande-Terre et des autres îles qui étaient là. On a pu supporter, arriver à supporter, quoi. Mais bon, j'étais quand même meurtri au fond et je voulais revenir ici. Je voulais revenir ici, revoir le territoire, aller dans l'endroit, aller voir les gens, aller voir, leur regarder dans les yeux, comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et donc j'ai trouvé, quand je suis arrivé, j'ai trouvé les gens. Quand je suis revenu, c'était un peu pour me débarrasser de toute cette douleur qui était en moi. Alors, ça m'a fait du bien de revenir, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça m'a purgé de tout ce qui était à l'intérieur que je ruminais depuis l'affaire d'Ouvert, etc. et qui était là à l'intérieur. Et quand j'étais à Ouvert, j'ai vu les gens, j'ai revu les gens qui étaient dans la grotte, j'ai vu les camarades qui étaient donc dans la grotte et qui étaient en France, en prison en France. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec ma mère. Mais bon, c'était en voyant les gens, en discutant avec eux, je me rends compte que il y a d'énormes séquelles, beaucoup de séquelles. Alors donc maintenant, il y a plusieurs mois que se sont passés ces événements, même plus d'un an. Mm-hmm. Et plus d'un an après, qu'est-ce qui reste comme type de séquelles? Type de séquelles, c'est que au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, surtout au niveau des jeunes, les jeunes ils sont encore... Il y a eu les accords de Matignon, c'est vrai qu'à Ouvert ça a été ressenti un peu... c'est pour ça qu'il y a eu aussi... c'est comme ça qu'on peut expliquer. Je ne dis pas que c'est l'explication parce que je ne peux pas la donner, moi, l'explication, mais le meurtre de Jean-Marie Tjibaou et de Yone Yone à Ouvert. Il y a des jeunes qui sont restés sur les barrages jusqu'au 5 mai cette année.
depuis les événements, quoi, qui sont restés sur les barrages à la tribu de Gossana. Il y a d'autres jeunes qui, eux, sont entrés dans le processus des accords de Matignon, quoi. Et ça a provoqué des heurts entre les jeunes qui étaient pour les accords de Matignon et qui étaient complètement prenants, et puis les jeunes qui étaient restés sous les barrages, quoi. Et c'était assez douloureux, c'était très très douloureux parce que c'était des gens de la même famille, souvent du même clan, souvent des gens qui ont... Chez nous c'est petit, les gens sont liés, très très liés entre eux, on est tous cousins, on est tous plus ou moins famille. C'était vraiment d'énormes blessures, quoi, qui sont restées. Chez les jeunes aussi, il y a beaucoup de... Par exemple, les jeunes enfants, ils ont été très très traumatisés aussi par les événements. Ceux qui ont vécu, les enfants qui ont vécu les événements. Quand ils voient un avion passer, maintenant ils se sauvent et ils rentrent dans les maisons parce qu'ils ont peur. Et quand ils jouent entre eux, ils jouent aux gendarmes, ils jouent aux militaires, quoi. Les vieux, même s'ils ne parlent pas beaucoup, on ressent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vieux qui sont morts, par exemple, après les événements. Beaucoup de vieux sont morts après les événements. Ils n'ont pas supporté, quoi. Ils n'ont pas supporté. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il faut du temps. Il ne faudrait pas que... Enfin, j'espère que depuis, les gens ont compris un peu ici, puis les autorités, qu'il ne fallait pas aller trop vite à Ouvert. Il faut laisser le temps aux jeunes d'Ouvert, aux gens d'Ouvert de réapprendre à vivre normalement. Parce qu'en fait, ils sont sortis des événements, en fait, on peut dire, que là, depuis le 5 mai, quoi, 5 mai cette année, même quelques semaines après la mort de Jean-Marie Chibaou, de Yewone, de Djoubili Wea. Là, ils ont réappris un peu à vivre. Parce que sinon, c'est l'impasse, on ne sait pas où on va. Alors aujourd'hui, il y a un groupe d'OVA qui vient chanter, je crois, ici. Je ne le connais pas du tout, ouais. Tu ne le connais pas? Non, ben, je voudrais voir aussi pour faire connaissance. Voilà, ouais. Et à ce moment-là, peut-être que je te filmerai pendant que tu parles avec eux, même si c'est dans le langage mais je ne sais pas si c'est des jeunes que je connais, je ne connais, enfin je ne sais pas qui joue, je ne connais pas du tout. Alors on va voir. On va voir, oui, on va voir. Ouais. Bon, merci Didier. Merci. Rabbi, so I took that my